Soit. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir. Alors aujourd'hui nous accueillons les patrons de l'Arena Fight. Donc nous sommes ici à l'hôtel Pullman d'Aix-en-Provence, c'est ça, messieurs? Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci à vous. Alors première question, c'est vrai que pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que c'est important, parce que l'organisation, on le pense, en tout cas c'est ce que vous avez dit, vous êtes déjà les numéros 1 en France. Ça vous a marqué, ça? Oui, ça a marqué. Ça claque. Oui. Alors allez-y, oui. Je me présente en premier, donc Boris Bergouin, mais je suis le deuxième promoteur de l'Arena Fight. J'ai 27 ans à l'heure actuelle. Je me trompe maintenant sur mon âge, c'est pas mal. J'ai été combattant en pied-point avant d'arriver à ce stade-là. On a organisé un petit peu l'Arena Fight ensemble. Et j'en arrive aujourd'hui à l'heure actuelle à ce poste-là. Et le deuxième promoteur, alors? Donc, bonjour à tous. Sébastien Carbone, donc je ne dirai pas mon âge. Contrairement à mon ami et associé Boris Bergouin. Donc je suis un des fondateurs de l'Arena Fight. Nous sommes tous les deux les fondateurs de l'Arena Fight. Donc j'ai une expérience de promoteur de plus de 15 ans, puisque j'ai organisé plusieurs événements par le passé, le F1 World Max, le Timax. Et donc aujourd'hui nous sommes là tous les deux au sein de l'Arena Fight. Et nous sommes heureux d'être en votre présence. Et ce qui a marqué énormément pour nous, et je pense pour le grand public aussi avec cette organisation-là, c'est qu'il y a d'énormes ambitions, mais il y a le côté quand même artisanal, indépendant, et puis le goût, on va dire, des choses bien faites, en dehors des grands groupes. Et donc, au niveau de l'organisation, est-ce que c'est vraiment vous deux, vous êtes les seuls maîtres à bord qui possèdent l'Arena Fight? Comment ça se passe exactement? Et comment est-ce qu'on en est arrivé à, là, être à quelques semaines d'un événement qui va probablement marquer l'année même? Effectivement, on est tous les deux les fondateurs du projet, donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'avoir la main sur notre projet. C'est nous qui gérons en collaboration au quotidien l'Arena Fight. C'est très important pour nous d'être indépendants parce que ça nous permet aussi de pouvoir anticiper les choses, de pouvoir mettre notre griffe sur tout ce qu'on fait. Et c'est ça aujourd'hui notre marque de fabrique, je pense, c'est de vraiment mettre notre griffe sur tout ce qu'on met en place, sur tout ce qu'on fait, autant sur l'image, sur la communication, sur le matchmaking et sur les combattants qu'on signe. Donc nous sommes les seuls maîtres à bord. Je pense pas que je me trompe en disant ça. Nous sommes les seuls maîtres à bord, mais à bord il y a du monde. Tout à fait. On a de grandes équipes et on les remercie en public parce qu'ils font un travail mémorable. Mais effectivement, nous sommes les seuls maîtres à bord. Il y a personne derrière, il y a personne devant. Je vais pas dire qu'il y a personne au-dessus. Ça va faire prétentieux, mais on dirige notre barque tous les deux, oui. Et donc, lors de la conférence de presse, il y a eu cette fameuse punchline avec « Nous sommes déjà les numéros 1 en France ». C'est vrai qu'aujourd'hui, vous, en décembre, vous allez être la seule très grosse organisation à organiser un événement. On s'est parlé un petit peu avant l'interview, et vous avez parlé d'un objectif. Quel est cet objectif? Parce que visiblement, être les numéros 1 en France, pour vous, c'est déjà acté. Du coup, je vais te laisser rebondir sur cette question. Tout à fait, je m'en donne à cœur joie. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de nous implanter en France parce que dans un premier temps, nous sommes français. On veut faire du Made in France tout en gardant un petit peu ce côté show à l'américaine qui est très important parce que c'est l'entertainment aujourd'hui qui plaît au public et qui plaît, on va dire, aux médias, et c'est comme ça que l'événement va être diffusé. On veut implanter notre marque en France et on a de très grandes ambitions aussi d'aller sur l'Europe, de se déplacer, mais dans un premier temps, on va s'implanter en France, se déplacer. Alors là, on a le Covid un petit peu aujourd'hui qui bloque un petit peu nos plans, c'est-à-dire qu'on voulait se déplacer dans les grandes villes de France pour pouvoir avoir une fight card qui bouge un peu avec des combattants de villes différentes et proposer quelque chose de public de tout le temps avec de la reconnaissance au niveau des combattants. Là, aujourd'hui, on part sur un événement qui est à huis clos, donc on va dire qu'on est sur du digital et donc ça va être diffusé à l'international, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Notre ambition, c'est vraiment de continuer notre marque de fabrique, continuer à mettre les jalons un par un et à s'exporter si bien évidemment les pays frontaliers le veulent. Mais je pense qu'on a déjà de très bons retours sur... On a de très bons contacts et au-delà de la France, effectivement, pour répondre clairement à la question, l'objectif, c'est de devenir une organisation mondiale. Nous le sommes déjà de par les combattants que nous avons choisis.
Mais ça suffit pas. On va réussir à s'exporter. On a déjà de gros accords avec de beaux pays dans lesquels le MMA existe déjà. Et voilà, notre objectif, c'est ça. Très clairement, c'est de toucher le monde entier et de pouvoir mettre un Arena Fight dans chaque grand pays. Et il y a eu les signatures qui ont fait le plus de bruit dernièrement, c'est bien évidemment Bigfoot Silva et Artem Lobov. Quelle était la motivation pour signer ces combattants-là, plutôt que, c'est vrai qu'il y a énormément d'organisations, enfin, de sports de combat, je vais pas aller juste sur le MMA, mais de pieds-points notamment, qui elles, quand elles veulent frapper fort en France, elles vont prendre des combattants du cru. Vous vous êtes dit, on va prendre des gars qui sont déjà extrêmement connus et qui ont une grosse carrière. Tout à fait. En fait, notre premier jet au niveau des signatures, ça a été vraiment de signer les tops français et de prendre les athlètes sur le sol français qui se démarquent autant du point de vue sportif que du point de vue image, ce qu'on peut proposer aujourd'hui de mieux. Donc, une fois qu'on avait un petit peu tapé partout dans les 3 disciplines qu'on propose, c'est-à-dire le MMA, le kickboxing et le Muay Thai, on a eu une vocation vraiment à chercher de l'international parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir mesurer, on va dire pour mesurer le niveau d'un combattant, si on fait rencontrer que des Français face à des Français, on a un niveau national. Voilà. Donc le but, c'était vraiment de taper à l'international avec des noms qui se sont déjà démarqués dans d'autres organisations ou de par des prestations qu'ils ont pu proposer et des face-à-face qui les ont fait connaître. Donc le but, c'était vraiment d'opposer nos meilleurs combattants en France face à ce qui se fait de mieux à l'étranger. Et comment vous gérez un petit peu ce côté, vous revendiquez être français, il y a aussi tout cet esprit de faire l'événement à Marseille, mais le fait de dire on va pas faire comme ce que font tous les Français, quitte à s'attiser des jalousies ou des rivalités qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Mais c'est le risque quand tu te lances dans une aventure comme celle qu'on a choisie. Et c'est ce qui s'est un peu passé, c'est ce qui s'est produit, tout le monde le sait un petit peu. Ça a divisé alors que ça aurait dû rassembler, puisque ce qu'on fait, c'est quand même pour les sportifs, c'est quand même pour le sport en France. On les met dans des conditions particulières qui sont inédites en France. Donc ce qu'on fait, ça aurait dû rassembler les médias, les sportifs et tous les gens qui gravitent autour de ce milieu dont nous venons tous les deux. Et du coup, effectivement, ça a suscité des jalousies, ça nous a fermé des portes qu'on a dû casser du coup pour rentrer. Puisque c'est un peu notre caractère, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est fixé un objectif et on ira jusqu'à cet objectif. On l'atteindra, ça c'est une certitude. Donc oui, il y a de l'adversité, il y a de la difficulté, il y a rien qui nous bloque, il y a juste des freins de temps en temps qu'on débloque à notre manière afin de dérouler le processus qu'on a prévu pour atteindre notre objectif. Donc voilà, on est dans la difficulté. Enfin, on n'est pas dans la difficulté. On voit que ça bouge autour en fait de notre événement, que ça suscite de la jalousie, de l'intérêt aussi. Mais on doit faire avec. La France, c'est un petit peu ça aussi qui fait que des fois il y a des belles choses qui sortent. C'est que dans la difficulté, on arrive encore à continuer notre route, trouver des solutions et même des fois, ça nous force à faire quelque chose d'encore plus grand. C'est ce qui s'est produit un petit peu. D'un simple gala, on est devenu une vraie organisation avec des dates prévues toute l'année dans toute la France. Des combattants en exclusivité. Des combattants en exclusivité, des combattants étrangers, des télés qui sont intéressés par notre organisation. Donc voilà ce qu'est le résultat de ce qu'on a mis en place. Donc c'est quand même un beau résultat, pardon. Et oui, c'est vrai. C'est moi qui coupe, mais c'est vrai que on était parti sur un bel événement en 2019. Là, il y a l'événement qui arrive en décembre, où il y a les signatures, où il y a énormément de noms. Là, vous parlez de plusieurs dates à venir. Quelle est la volonté là au niveau, on va dire, calendrier pour l'Arena Fight pour la suite? C'est vraiment de s'imposer comme une ligue qui va donner rendez-vous au public type UFC avec les pay-per-view qui sont mensualisés. Quelle est la volonté derrière ça dans l'immédiat? Ce que tu viens de dire. L'exemple que tu viens de citer, l'UFC, alors c'est pas qu'on prend exemple sur l'UFC parce qu'on fait toute autre chose et qu'on va pas se comparer à l'UFC, qui sont eux les vrais numéro 1 au monde. Donc, mais on s'inspire des meilleurs. Donc effectivement, notre événement aujourd'hui, il va se dérouler 4 fois par an, mais très rapidement,
les gens vont s'apercevoir que ça va s'accélérer et qu'on va arriver à un moment donné à un événement par mois. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de dérouler la machine, et là on en est qu'au début. Et donc, vous prenez l'indépendance au niveau partenaire, diffuseur, comment est-ce que vous voyez ça? Mais au niveau partenaire, on a des partenaires historiques qui nous suivent depuis le début du projet, qui nous ont fait confiance au départ du projet. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont vraiment satisfaits de nous avoir fait confiance parce qu'on leur propose un vrai accompagnement et c'est un accompagnement mutuel. Ça veut dire que nous, ce qu'on recherche dans un partenaire, c'est pas seulement signer un bout de papier et un chèque au bout du partenariat, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui va nous accompagner avec de l'échange, avec vraiment un côté humain qui fait que c'est un petit peu notre marque de fabrique aussi, c'est d'avoir un côté humain dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire, certes, il y a un papier, certes, il y a un cadre légal, parce qu'on est obligé, qu'on est en France et qu'on adore ça, d'ailleurs, en France, le cadre légal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le côté humain, il est souvent bafoué. Et on fait du sport, on fait des valeurs du sport, on vient tous les deux du sport, on est tous les deux diplômés dans le sport, on en a fait, on a combattu. Donc c'est vrai que c'est des valeurs auxquelles on ne veut pas, des valeurs sur lesquelles on ne veut pas s'écarter. On veut vraiment rester au cœur de ça. C'est la même chose qu'on met en place avec nos partenaires, c'est un accompagnement. Il est un petit peu mutuel parce qu'on propose aussi des accompagnements à nos partenaires. On essaye un petit peu de faire de l'échange, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et après, en ce qui concerne les diffuseurs, l'indépendance pour nous est on va dire le fer de lance de notre organisation. Donc là, à l'heure actuelle, on a une solution où on est complètement indépendant sur la diffusion de notre événement. On a notre équipe de production, on émet notre propre signal. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un confort qui fait qu'on va pouvoir être complètement indépendant sur la diffusion et sur tout ce qui va se passer autour de l'événement en termes de diffusion. Je me répète un peu, mais voilà, c'est très important pour nous parce que ça nous permet aussi, sur notre événement, de mettre notre griffe. Ça nous permet aussi de pouvoir maîtriser un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qu'il va avoir autour de l'événement, maîtriser dans le sens où on va faire ressortir uniquement ce qu'on veut faire ressortir. On va pas avoir une pub d'un partenaire qui n'est pas le nôtre à une heure de diffusion qu'on n'a pas choisi. Donc c'est vrai que c'était un petit peu des contraintes qui nous gênaient au niveau de l'organisation. Et là, avec une diffusion où on maîtrise complètement tous les paramètres, c'est vraiment confortable pour nous et on en est ravis. On en est vraiment ravis à l'heure actuelle. Et surtout qu'on a notre propre production, donc on fait pas appel à un prestataire. Donc on reste dans le cadre et la charte graphique qu'on s'est fixée. Et ce que je voulais rajouter sur les partenaires, c'est que, alors déjà ça permet de maîtriser, c'est le mot qu'il faut garder en tête, c'est que nous, c'est la maîtrise de notre produit. C'est pour ça qu'on se multiplie, et c'est pour ça, pas qu'on se multiplie, mais qu'on déroule des cellules de production, des cellules de pay-per-view, et là ça nous permet de maîtriser notre produit. Mais les partenaires, pourquoi on arrive à avoir de gros partenaires, et je vais le citer si c'est pas interdit, comme Ford par exemple, qui est un partenaire historique de l'Arena Fight. Parce que au-delà du partenariat financier, et au-delà même de l'humain, parce que ça passe ou ça casse avec des gens, mais là les liens sont très bons. Mais il y a ce que les gens oublient, c'est le partenariat de service. Voilà, et c'est ça qu'on offre à nos partenaires aussi. C'est pour ça qu'on peut échanger avec eux, parce que c'est pas simplement ça coûte tant, on vous met le logo sur un short ou sur un écran. Non, il y a vraiment une réflexion, une recherche du partenariat. On révolutionne un peu le partenariat. Et ça a ouvert des portes et des brèches. Et c'est pour ça que beaucoup de partenaires nous ont rejoints. Et c'est pour ça que ça ouvre les portes aussi à des télés, même si on les ferme un petit peu, je dis entre guillemets, on les ferme parce qu'on veut maîtriser notre contenu. Et donc on va le faire par le pay-per-view. Et il y a justement aussi quelque chose que vous ne voyez pas, auditeur derrière votre ordinateur, mais que nous on a pu voir aussi, qui est l'attention aux détails, qui est hallucinante pour l'Arena Fight. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir. Bon, déjà pour des organisations qui démarrent, mais et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé que même si c'est les débuts, forcément c'est de l'investissement en plus, c'est énormément d'argent investi, de temps à passer en plus, mais que tous les détails jusqu'aux plus insignifiants, vous allez les gérer sans de la même manière que, bon évidemment pour ne pas les citer aussi, mais que l'UFC. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes placé là-dessus et ne rien laisser au hasard dès le début en fait? Je réponds, tu suis derrière. Je suis, c'est ça glisse tout seul. Donc les détails, on les a listés. Ça part de là. On les a listés et on s'est dit en tant qu'ancien combattant entre guillemets, qu'est-ce qui nous a manqué?
Qu'est-ce qui manque aux combattants? Qu'est-ce qui manque au public qui vient voir ces combats? Qu'est-ce qui manque même aux officiels ou à toutes les personnes qui gravitent autour d'une organisation et d'un gala? Et tout ça, on l'a listé. Plutôt que de lister qu'est-ce qui ferait du bien, qu'est-ce qui manque? C'est différent, on a vu le problème à l'envers. Et là, la liste est longue. Très, très longue. Donc on a listé, on l'a mis dans un silo, tout simplement. Et au fur et à mesure, on a sélectionné. Donc il y a un vrai travail qui a été fait avec toutes nos équipes, pas seulement tous les deux. Nous, on est au départ, mais après, on travaille de façon collégiale à l'Arena Fight. On a une grande équipe et on prend des décisions de façon collégiale. Donc une fois qu'on a listé tout ce qui manquait, on s'est demandé comment on pouvait le mettre en place, le mettre en œuvre. Combien ça coûte? Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors nous, tous les deux, on a l'habitude de dire que tout est faisable. Et c'est ce qu'on prouve petit à petit à tous les gens qui nous regardent d'ailleurs, que tout est faisable, tout est réalisable. Il faut juste y mettre les moyens et avoir l'idée, la bonne idée de départ. Donc on a eu la bonne idée, on pense l'avoir eu, et puis on a fait tout ce qu'il fallait derrière. Donc la mise en œuvre de tous ces détails dont tu parles, dont vous parlez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est très important pour nous aussi parce qu'après c'est une forme de rigueur qu'on s'impose. Sébastien vient un petit peu, il a fait une carrière dans l'armée, moi j'ai été pompier, donc c'est vrai qu'on a un petit peu cette formation de base qui fait que on est toujours sur la rigueur et sur le détail parce que c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'un combattant qui se prépare bien mais qui se repose mal, ça va se voir sur la surface de combat, ça va se voir pendant le fight. Donc nous, on essaie vraiment de mettre de la rigueur et de s'imposer à nous-mêmes une rigueur. On commence très tôt le matin, on termine tard, on a des points très réguliers avec les équipes, on est à l'écoute. Donc c'est vrai que c'est cette rigueur et ce partage avec toutes nos équipes et aussi des équipes qui ne sont pas issues du monde des sports de combat. Donc c'est vraiment une richesse très importante pour nous parce que ça nous permet d'avoir des perspectives que nous, étant donné qu'on est vraiment à fond dans le fight, parfois on peut avoir des petites subtilités où on pourrait passer à côté. Toutes nos équipes sont là aussi pour amener leur pierre à l'édifice et montrer, par exemple, des équipes qui viennent du cinéma, avoir le cadre bien spécifique, travailler sur la colorimétrie, l'étalonnage, c'est des choses qui sont anodines peut-être pour le téléspectateur qui va regarder l'image, mais qui sont très importantes et qui font à la fin vraiment notre marque de fabrique. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on aime. On ne sait pas pourquoi on a kiffé, on ne sait pas pourquoi on s'est dit putain c'est un truc de fou, mais au final on a quand même aimé, que ce soit pour la réalisation, que ce soit pour le cadre, que ce soit pour la musique avec notre compositeur. C'est vraiment toutes ces choses qui font que on s'impose une rigueur et sur tous les points de l'organisation. On est un peu drastique des fois sur certains points. Ouais, mais c'est nécessaire puisque quand on prend le travail gigantesque qu'il y a à faire autour d'une organisation, ne serait-ce comme la nôtre, on est obligé de faire attention aux détails parce que c'est le détail qui nous fait pas arriver au bout. Ou qui justement nous fait arriver où on en est à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est aussi une question qui... Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez développé tout ça, vous avez énormément d'ambition, et pas nécessairement juste uniquement que pour les combats et les événements, vous avez plein d'autres choses que vous voulez développer à côté. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez, pour le coup, c'est une phrase qui est tellement galvaudée, mais pour le coup, là, elle a du sens, c'est que vous voulez vraiment mettre l'humain et le combattant, mais l'humain au centre de tout, c'est-à-dire que et ça se reflète dans la manière dont les cahiers des charges que vous demandez aux partenaires, la manière dont vous gérez même en dehors les combattants, s'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui fait que dès le début, vous avez décidé que même si forcément il y a certains trucs, encore une fois sur l'aspect financier où ça va se répercuter, etc., d'abord c'est mettre l'humain combattant au centre de tout pour qu'il soit bien, etc. Parce que l'humain, c'est le cœur de notre projet. L'humain, c'est le cœur de notre projet, c'est le départ. Le combattant, c'est le carburant de notre projet. Le combattant, c'est l'humain. C'est celui-là qu'il faut respecter. Il faut respecter tout le monde, mais je veux dire, souvent, c'est le combattant qui est respecté en dernier. C'est-à-dire, il arrive, il prend sa prime, il s'en va. Il fait une belle prestation ou pas, c'est pas grave. Nous, on a mis le doigt dessus et on s'est posé la question, pourquoi des fois un grand champion peut faire des mauvaises prestations, pourquoi il y a des mauvais résultats, pourquoi il arrive, il a l'air fatigué, il est amaigri, on prend pas soin de lui. Ça a été ça la réponse. À chaque problématique, on s'est posé, je crois, la bonne question. Donc tout simplement, mettre l'humain au centre de notre projet, c'est ce qui le protège en même temps. C'est ce qui fait qu'on est toujours sur la même route. Et c'est ce qui fait que les combattants le disent eux-mêmes, ils sont respectés, ils s'en étonnent presque, donc ils le disent à tort et à travers, mais c'est aussi, je vais le répéter, mais c'est aussi ça notre marque de fabrique, c'est presque que celle-là au départ.
C'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça qu'il y a des combattants qui nous ont rejoints et qui sont pas allés ailleurs. C'est qu'il y a plein de choses derrière et il y a ce côté humain qui fait que, voilà, on tend la main, on se comprend. On a été boxeur, donc on comprend plein de choses. La préparation, ça a un coût. Enfin, il y a plein de détails derrière ce mot humain qu'on a mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça ressort et tant mieux. Ça fait plaisir d'avoir cette question parce que c'est ce côté humain qui manque un petit peu dans notre sport et c'est ça surtout qu'on veut faire ressortir. Donc merci de l'avoir relevé. Et donc vous avez une équipe absolument monstrueuse, aussi bien sur la com que pour tout ce qui est organisation, avec un homme de l'ombre, par exemple Julien, pour ne pas le nommer, aussi élégant qu'efficace. mais par rapport à ça, est-ce que parfois ça vous arrive, on va dire, de douter, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que même l'UFC à ses débuts, ou même par exemple AS Fighting Championship, où on avait été, c'était impressionnant au niveau organisation, même toutes les autres organisations, on a l'impression que sur le papier, quand ils commencent, d'habitude, toutes les organisations, toutes les entreprises vont un petit peu à tâtons pour tâter un petit peu le marché, puis ensuite on voit ce qui se passe. Vous, on a l'impression que vous êtes clairement confiant et vous savez que dans 5 ans, vous allez être au top quoi qu'il arrive, et donc il n'y a pas finalement une once de risque dans ce que vous faites. Du risque, il y en a toujours, mais il y a beaucoup de confiance. Et c'est ce qui nous a permis d'en arriver là. Donc effectivement, on est très confiant, ça en énerve certains, mais c'est pas être prétentieux que d'être confiant. C'est comme un combattant qui dit ce soir c'est moi, je vais gagner, je vais être champion du monde. On peut pas lui en vouloir. Il est quand même là pour ça. Donc il n'est pas prétentieux. Heureusement qu'il croit qu'il va être champion du monde. Sinon qu'est-ce qu'il fout là? Donc nous c'est ça. C'est que on est très confiant. Et effectivement on se voit très bien dans 5 ans. On se voit atteindre notre objectif, l'objectif qu'on s'est fixé, et on reculera devant rien. On n'a pas de marche arrière sur la boîte à vitesse, donc on n'a pas le choix, il n'y a pas de frein. Départ, ouais, effectivement. Donc ouais, c'est vrai. Ben, tant mieux si ça se ressent, qu'on a une confiance même qui est débordante, mais c'est comme ça. C'est aussi, je vais le répéter, notre marque de fabrique. C'est un état d'esprit. Bien sûr, c'est ce qui nous fait tenir le matin. On est confiant, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et surtout, ça qui est important, c'est quand on a un objectif. En fait, ce qui est important pour nous et dans notre projet, c'est qu'on a un objectif commun. Et c'est ça qui fait notre force, c'est que on a tous le même objectif. Il n'y a pas d'objectif caché, il n'y a personne qui veut faire ça pour telle ou telle raison. Nous, le but, c'est de mettre à bien un projet, faire évoluer, sans prétention, vraiment le sport et aller dans le bon sens du sport et vraiment avec les valeurs, les mettre en avant. C'est bien pour ça qu'on a fait signer une charte éthique à tous nos combattants qui, sur une dizaine ou une quinzaine de points, présente tout ce qu'on attend, nous, d'un combattant, éthiquement parlant, bien évidemment. Et cette force, c'est que voilà, on a un objectif commun et toute l'équipe de l'Arena Fight travaille dans le même sens, avec un seul objectif, c'est faire grossir et faire grandir notre organisation et être là pour nos combattants, être là pour nos partenaires, présenter un contenu de qualité avec un cadre aussi très professionnel. Donc on œuvre tous les jours et on sait pourquoi on le fait. Je pense que c'est le fait de savoir pourquoi on se lève tous les matins et de s'imposer cette rigueur et de vouloir vraiment aller au bout du projet et tous les jours se dire on le fait parce qu'il faut le faire et parce que c'est bien, qui fait qu'on n'a aucun problème avec ça. On sait que si on a autant de si on a autant de détracteurs, peut-être que c'est qu'on va dans le bon sens. Donc, faut pas qu'on s'arrête là. À mon humble avis, je pense que tu as un petit peu du même avis là-dessus. Bien sûr, puis on a une équipe on a des équipes hyper compétentes et ça aide à avoir confiance. C'est pas faux. Ça tient pas avec 2 bouts de ficelle. Voilà, on a de vraies équipes. Tout à l'heure, tu parlais d'équipes qui sont hors de la boxe. Donc, par exemple, notre équipe de production que je salue et que je remercie de la qualité qu'ils apportent à notre image. Mais ce sont des professionnels qui ne viennent pas de la boxe. Donc, ils apportent autre chose. Et on arrive avec eux à prendre la direction qu'on a envie. Pas celle qui est décrite jusqu'à présent avec toujours les mêmes productions qu'on a l'habitude de voir, avec les mêmes teasers, avec les mêmes approches. Nous, on fait autre chose. Et ça aide à avoir confiance, puisqu'on a un retour. On voit que, je vais donner un exemple, mais il y a un teaser qui a été fait sur un affrontement, alors qui est pas MMA, qui est K1, sur notre événement, c'est Elias Mahmoudi, qui est un immense champion, qui va rencontrer Gianni Fiorenti. Donc on a fait un teaser qui est simplement magnifique, qu'on adore, on en est très fiers.
mais il a été partagé, je sais pas, 100 fois plus que tout le reste, et qu'un teaser normal où on verrait des enchaînements de coups, de combattants. Voilà, on fait vraiment autre chose. Et toutes ces équipes-là, notre équipe de sécurité, toutes ces équipes-là, elles nous donnent cette confiance et cette force. Voilà. Donc on est très confiant parce qu'on a de grandes équipes. L'Arena Fight, c'est plus de 60 personnes qui travaillent. Donc quand vous avez 60 personnes qui poussent derrière, ça donne une confiance. Et comment est-ce que vous gérez l'extérieur, mais en France? Parce que là, je vais prendre par exemple l'exemple de Tony Yoka, qu'on a interviewé plusieurs fois. Il a des ambitions énormes, champion olympique. Il l'a dit haut et fort, il veut être champion du monde. Mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal avec ça quand il y a quelqu'un qui est français qui dit j'ai envie d'être le meilleur. Vous, les réseaux sociaux ou dans les déclarations, les ambitions sont affichées. C'est pour ça que j'étais très surpris aussi qu'il y ait quand même une charte de conduite pour dire il faut être un petit peu façon ONE FC, extrêmement humble, respecter les règles martiales, tout ça. Donc comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer le côté on est une organisation française, mais on veut quand même se la jouer américaine et être honnête avec nos ambitions? Tout simplement parce que dans une organisation, il y a un fil conducteur qui est important, mais c'est vrai qu'il y a des compartiments aussi. Ça veut dire que tout ce qui est image, c'est un choix de notre part de vouloir que nos combattants soient toujours de manière élégante, parce que nous, c'est comme ça qu'on se définit, c'est comme ça qu'on se présente quand on a un rendez-vous officiel ou quand on se déplace. On est toujours vêtu de manière élégante. On veut que nos combattants ils prennent aussi ce pli pour relever un petit peu ce côté underground du fight et montrer un petit peu que à l'heure actuelle, aujourd'hui, un vrai professionnel, c'est s'habiller, c'est s'exprimer, c'est gérer son image, c'est travailler correctement. Et on accueille une discipline avec 15 ans de frustration qui font que le MMA est attendu. On est encore le dernier pays à accueillir la discipline. Donc c'est vrai que c'est important de mettre un cadre, puisqu'il y a toutes les entités publiques et les autorités qui ont les yeux rivés sur le MMA. Donc c'est important de mettre un cadre, on va dire éthique, sur tout ce qui est combattant. Et quand on fait une manifestation qui est publique, ça veut dire qu'il y a du public qui peut regarder, des gens s'identifient, des personnes vont récupérer de l'information pour se l'approprier. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre, mais il faut aussi que les gens qui viennent se régalent. Il faut qu'à un moment donné, quand ils partent, ils en aient eu plein la vue. Donc ça, les Américains le font très bien. Donc on ne se définit pas comme des Français à l'américaine, on se définit comme des Français qui veulent faire les choses comme il faut, et de la meilleure des façons pour que le public, les combattants, les médias, que tout le monde soit satisfait et que tout le monde en sorte grandi et qu'on ait vraiment des shows, puisque le principe du show, c'est que ce soit un show. Donc il faut que tout le monde en ait plein la vue, que les combattants soient de qualité, que les combats et les oppositions soient avec des niveaux qui soient intéressants et que à l'image, ça rentre bien. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir aussi ce cadre de dire, regardez les autorités, on est carré, c'est cadré, il n'y aura pas de débordement à nos pesées, il n'y aura pas de débordement à nos conférences de presse parce que les combattants, ils ont signé un papier qui les engage à se tenir éthiquement parlant correctement. Mais à côté, c'est pas pour autant qu'on peut pas faire du show, qu'on peut pas se piquer un peu, que voilà, c'est donc il n'y a pas de à l'américaine, c'est vraiment nous on pense que le mieux c'est ça. Il faut que ça reste du sport, donc il faut que les valeurs du sport ressortent, il faut pas qu'on se rende compte que d'un coup c'est underground donc ça devient un petit peu n'importe quoi. Non, mais c'est un petit peu, on peut prendre un exemple et je vais le citer s'il nous regarde. Salut Cédric. Je vais prendre Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il fait du trash talk. C'est bien vu, c'est mal vu, mais ça fait de lui aujourd'hui Cédric Doumbé. Bon, c'est le numéro 1. Encore une fois, c'est un mot qui revient souvent quand on parle, mais Cédric Doumbé, c'est le numéro 1 de sa catégorie et il en est là aussi parce qu'il s'est affirmé de ce côté-là, côté trash talk, et c'est le seul à le faire. Donc on disait c'est à l'américaine, machin, ci et là, mais il faut pas avoir honte de ça. Le français, il a honte de ça. Et pour reprendre une phrase qui a été sortie récemment par Mike Tyson, la boxe, c'est pas fait, on n'est pas fait pour être humble quand on est boxeur. Et quand on est dans la boxe, c'est pareil. Tout ce qui a trait à la boxe, je pense que c'est pareil. Il faut rester humble à un moment donné, mais quand on s'est fixé des objectifs tels que nous sommes fixés, je crois que oui, restons humbles d'un certain côté, mais n'ayons pas honte du succès, n'ayons pas honte d'affirmer nos objectifs et n'ayons pas honte de ce que nous sommes en train de faire. Surtout pas. Parce que tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est on révolutionne un petit peu le sport en France parce que ça n'existe pas et ça devrait rassembler plutôt que diviser. Et tout à l'heure, vous avez parlé de ce que vous auriez aimé avoir quand vous étiez combattant. Et que fait l'Arena Fight aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a concrètement que fait l'Arena Fight que vous auriez aimé avoir quand vous étiez combattant ou que les combattants aujourd'hui apprécient, qui ne peuvent pas retrouver ailleurs? Déjà une proximité,
Ça veut dire qu'on est assez accessible et on a une proximité qui est créée avec des échanges et des personnes qui sont là pour échanger pour toutes les problématiques que nos combattants peuvent rencontrer. L'accueil, on fait très attention à ça, c'est-à-dire autant sur le transport qu'une fois qu'ils sont arrivés sur le lieu, que l'hôtel qu'on va choisir, que les repas sportifs qu'on va sélectionner. Tout ce qui fait que le combattant va être dans une phase optimale pour son combat et qu'il va ne penser qu'à ça. D'ailleurs, je ne me pointe pas à l'aéroport en me disant « Putain, comment je fais ? Il faut que je prenne un taxi, il faut que j'arrive à quelle heure ?» Ils ont tout qui est fait pour les chouchouter dans le sens où ils ont que leur combat à penser. Parce que notre travail à nous, c'est de leur dresser le chemin jusqu'à l'octogone. Par contre, eux, ils ont que à s'occuper de leur préparation, de leur combat, de la communication qu'ils vont faire autour et de la prestation qu'ils vont fournir le soir de l'événement. Donc ça, c'est hyper important, et c'est aussi de se sentir considéré. Ça veut dire que quand on discute avec quelqu'un, qu'on négocie un contrat et qu'on négocie toutes les clauses à l'intérieur du contrat, ce qu'on lui propose en termes de visibilité, en termes d'accompagnement, en termes d'image et tout ce qu'on va travailler, tout l'argent qu'on va investir sur lui, ben ça, c'est vrai que c'est très valorisant pour un combattant de se dire je vais avoir mon teaser, je vais apparaître, on va parler de moi, on va expliquer qu'est-ce que c'est ma préparation, comment je vis, quels sont vraiment les dessous de ma préparation, parce qu'aujourd'hui les gens ils viennent, ils regardent un quart d'heure de combat, ils donnent un avis sur un combattant, mais du coup on en revient à dire que le côté humain est hyper important, parce que un combattant, ok, c'est 15 minutes ou 25 minutes ou 9 minutes de prestation, par contre c'est 3 mois de préparation, c'est 3 mois de sacrifice. Autant familial que sur le côté nutrition, ça coûte de l'argent, c'est des soucis. Il faut se rendre compte que se faire enfermer dans un octogone ou dans une cage, c'est quand même un choix, parce qu'aujourd'hui personne n'est obligé de le faire. C'est un choix qui fait que parce que c'est des gens qui ont une vraie volonté et un engouement autour du sport qui font qu'ils sont passionnés et qui peuvent pas faire autrement que de se produire dans ce sport-là. Donc nous, ce qu'on veut seulement faire, c'est optimiser le cadre dans lequel les combattants se trouvent et qui se sentent tout simplement considérés, qui se sentent bien. Créer un vrai accompagnement, de vraies réponses à leurs questions, créer des cellules qui peuvent répondre à leurs attentes. C'est ça aussi l'équipe Arena Fight. C'est pas juste 2 promoteurs, 3 caméramans et 10 mecs de la sécurité. Non, c'est tout un dispositif qui est fait pour le combattant. Puisque, comme je l'ai dit au tout début, le cœur du projet, c'est l'humain. C'est le combattant. C'est pour ça on sort pas de cette ligne-là, et ce qu'on fait pour eux, c'est de répondre à leurs attentes, de proposer. Alors on peut pas rentrer vraiment dans le cadre contractuel puisque c'est privé, mais on propose des contrats qui, ma foi, les intéressent. Les charmes, voilà, c'est des contrats, j'allais dire, c'est des contrats un peu sexy, c'est un mot qui est, mais on essaye de faire en sorte qu'ils soient reconnus. On fait un vrai accompagnement, on fait, voilà, je peux pas malheureusement trop développer cette question parce qu'elle est d'ordre contractuel et privé entre le combattant et l'organisation. Mais croyez-moi que si des combattants nous ont rejoints, c'est pas pour rien. Même quand on parle d'un combattant avec qui on a signé pour un one shot, mais qui devrait laisser place à d'autres combats, l'aventure qui se prolonge, c'est Artem Lobov. Donc un Artem Lobov qui se produit au Bark Knuckle, et je vais pas citer les sommes, mais qui sont assez élevées. S'il nous a rejoints, c'est bien que les conditions sont bonnes. Et c'est pas des gens qu'on charme qu'avec du papier. Il faut qu'il y ait quelque chose autour. Comme le disait Boris, il y a un accueil. Il y a un accompagnement, il y a tout ce qu'on prévoit même après leur carrière de boxeur, qu'on leur propose la reconversion. Alors tout ça, c'est que des mots, mais nous on y a pensé et nous on l'a fait. C'est ça la différence entre tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qu'on met en place aujourd'hui. Notre déroulé, il est là, c'est qu'on a tout prévu pour le sportif, de A à Z. Et là, je vais pas rebondir sur l'académie qu'on est en train de créer, parce que c'est pas la question, mais ça va dans ce sens-là. Voilà. On va en parler de l'académie dans une question suivante, mais moi, la question que j'avais aussi, c'est aujourd'hui, pour l'instant, l'Arena Fight, c'est vrai que les gens retiennent surtout les gros combats avant le fait de dire que, par exemple, le combat d'Artem Lobov, je crois, si je ne m'abuse, c'est un combat pour la ceinture. Ce qui fait la grosse différence entre les organisations et les très grandes organisations, c'est que les très grandes organisations, les gens connaissent les champions parce que les champions veulent rester, veulent défendre leur ceinture. Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que les champions, un, aient envie de rester, et de deux, que plutôt de se dire, c'est un tel qui combat un tel, ça va être le champion défend sa ceinture. Est-ce que le champion va avoir un statut particulier? Qu'est-ce que vous allez lui apporter au champion?
Tout à fait. Le champion, c'est un petit peu la vitrine de l'organisation. Ça veut dire que le champion qui détient notre ceinture, c'est aussi la personne qui va représenter notre catégorie. Donc, automatiquement, on va mettre toujours un coup de projecteur sur le champion et on va dire, contractuellement parlant, on a prévu des choses qui font que le champion a un suivi et un accompagnement qui est un petit peu différent. Et une évolution, dans son contrat. Voilà, on va parler seulement de contrat, mais une évolution dans son contrat qui fait que c'est intéressant de rester. Tu défends ta ceinture, c'est pas seulement une tape dans le dos, merci collègue, tu reviendras la prochaine fois et c'était sympa. Le but, c'est qu'un champion, il défend sa ceinture, mais il comprend pourquoi. Sur le papier, c'est marqué. Et il sait pourquoi il a envie de la défendre, et il sait pourquoi il veut surtout pas la perdre. Ça, c'est hyper important. Tout ce qu'on peut répondre, c'est que tous les champions, enfin tous les combattants qui vont combattre pour le titre en jeu, je vous garantis qu'ils veulent la ceinture et qu'ils veulent la garder et qu'ils veulent la remettre en jeu. Donc ça peut répondre aussi à vos questions. Je vous garantis qu'ils veulent la mettre en jeu. Donc on sait conserver nos champions, on sait déjà les attirer et on va savoir les garder avec nous. Et le MMA, c'est un sport qui est quand même à part dans le sens où c'est assez jeune. Il y a l'UFC, c'est vrai qu'il y a énormément d'organisations qui poussent ici et là, qui essayent de devenir numéro 1 à la place de l'UFC ou s'établir comme clair numéro 2. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le Bellator, le ONE FC. Vous avez cet objectif-là à terme parce que aujourd'hui, il y a l'UFC et il y a le reste du monde. Pour vous, qu'est-ce qui fait que il y a seulement l'UFC et le reste du monde et que même si l'UFC existe depuis 93, il n'y a aucune organisation qui a réussi, ne serait-ce qu'à effleurer l'UFC. Enfin, en dehors du Pride, bien sûr, mais qui a fini par se faire racheter par l'UFC. Bon, déjà, c'est des précurseurs. Il n'y a pas que ça, mais je pense qu'ils ont un modèle économique qui est terrifiant. Je pèse mes mots, qui est terrible. Donc, ça restera les numéros 1 tant qu'ils garderont ce modèle économique et il leur appartient, on le connaît pas. On a des doutes. Mais, donc, ça, c'est certain qu'ils resteront les numéros 1 tant qu'ils garderont ce modèle économique. Après, effectivement, il y a plein d'organisations qui font de belles choses. Le One Championship est une très très belle organisation, le Bellator, qui a déjà fait ses preuves, mais alors on peut pas les critiquer puisqu'on arrive. Là, ça serait prétentieux, mais on peut avoir notre avis. Notre avis, c'est que le Bellator, il n'y a pas de fil conducteur. C'est une organisation. Il y a 2-3 têtes, allez 4, et derrière, c'est juste une organisation où voilà, il y a du monde qui passe, qui combat, qui perd, qui gagne. Il n'y a pas de fil conducteur. Le ONE FC, je préfère d'ailleurs le format de la pluridisciplinalité, c'est ça? Tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Sans faute. Donc j'aime beaucoup ce format d'abord, c'est aussi le nôtre. Mais c'est pas que pour ça, c'est parce que ils ont su créer un peu le frisson. Ils ont fait rentrer des gens qui sont intéressants, des anciens de l'UFC justement. Tiens, qu'est-ce qu'il va donner avec un mec du One? Bon, on l'a vu avec Alvarez, il s'est fait plier. Bon, mais ça permet de situer aussi, ça permet de situer les choses. Donc, mais derrière, c'est pareil, c'est un peu tout n'importe quoi. On comprend pas tout dans le One. Un coup, c'est dans un octogone, un coup, c'est dans un ring. La revanche du combat qui a été faite avec du 8 en gants de boxe, en gants de K1. Tout à coup, ça se fait en mitaine dans un octogone, dans une cage. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment comprendre quelque chose? On sait pas. Mais on a du mal à suivre le One. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est, on essaye de faire autre chose que le Bellator, autre chose que le One et encore autre chose que l'UFC, par la force des choses, parce que c'est les number one, mais c'est aussi parce que c'est pas du tout notre cam. Nous, on a un fil conducteur et on va le suivre. Et on espère et on pense qu'on va se démarquer par rapport à ça. On a déjà eu des contacts avec des personnes de l'UFC qui gravitent autour de l'organisation, qui font partie de l'organisation. Qui aiment bien notre style Frenchy, avec alors des fois on a la moustache, des fois non, mais ils aiment bien notre façon la visibilité qu'on offre en tous les cas sur notre image. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se crée avec l'Arena Fight. On a un fil conducteur et on s'y tient. Et c'est ce que je pense qui va nous démarquer des autres organisations, sans vouloir pour autant être le deuxième, le troisième, le quatrième, le premier. En réalité, on a beaucoup rigolé avec cette blague, cette phrase ou cette punchline. Nous sommes déjà le numéro 1 en France. Mais on s'en fiche. Ça a été dit parce que c'est une réalité par contre. C'est pas notre objectif. Mais c'est pas notre objectif, c'est ni d'être le numéro 1 ni d'être le numéro 2. C'est d'atteindre notre objectif, celui qu'on s'est fixé, et de garder notre fil conducteur.
Et d'un point de vue média, c'est vrai que nous avons été très bien reçus, donc merci. Les combattants sont extrêmement bien traités par l'Arena Fight, donc là aussi, mais il va falloir convaincre bien évidemment les téléspectateurs. Les téléspectateurs qui, en France, n'ont pas l'habitude, justement, de devoir mettre la main au portefeuille pour le pay-per-view. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des abonnements classiques. Dans toutes les organisations de MMA, hormis l'UFC, parce que même le Bellator s'est cassé les dents là-dessus, c'est un diffuseur classique avec un contrat à l'année. Pour vous, pourquoi est-ce que un spectateur lambda va dire « Ok, je vais acheter le pay-per-view de l'Arena Fight » Par rapport à la carte qu'on est en train de produire. Les oppositions, surtout. Les oppositions qui sont intéressantes, c'est toujours pareil. Oui, le Français a du mal à mettre la main au porte-monnaie. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais le défendre un peu. À sa décharge, qu'est-ce qu'on lui sert ? Qu'est-ce qu'on lui sert pour 20 ou 25 euros pour les plus culottés des organisateurs ? Qu'est-ce qu'on lui sert ? Des classes B, déguisés en pro ? Des étrangers, et juste parce que le fait que ce soit un étranger, ça devrait être un superbe combat. Parce qu'on fait briller le numéro 1 du club. Personne, tu mets 25 euros une fois, puis après c'est le carnaval, donc tu n'y vas plus. Et donc tu as du mal à mettre la main à la poche. Par contre, je suis certain que le Français, si tu lui sers un vrai menu, un bon menu, une vraie carte, avec de vraies oppositions, avec du frisson, avec des chocs franco-français aussi, qui sont intéressants. Très important. Là, tu donnes de l'intérêt à ton événement, et ça se répercute, et le Français, il mettra la main à la poche. Mais, comme c'est un peu rééduquer un petit peu les choses, parce que c'est vrai qu'on en reste aux Français à du mal à mettre la main à la poche, on a quand même réfléchi de façon internationale. Et c'est la raison pour laquelle on a du Lobov, on a du Bigfoot Silva, on a du Chris Barnett, on a du Maldonado, donc on a frappé quand même aux quatre coins pour être certain d'avoir pas un minimum, mais d'avoir un regard extérieur en espérant que la France, elle, va tenter sa chance, va prendre sa chance et dire tiens, enfin quelque chose de beau, enfin pas enfin, on n'est pas les premiers à faire quelque chose de beau, mais là il y a quelque chose de beau et là je mets ma carte bleue et là je paye pas 25 euros d'ailleurs, bien moins, et je regarde mon événement, puisque les restrictions sanitaires ne me permettent pas de me déplacer, je regarde mon événement avec ma bière ou mon coca, parce qu'on est comme des sportifs, donc du coca, ou mon eau minérale, c'est encore pire. C'est encore pire, ou mon eau minérale et ma pizza ou mon pokéball. Ouais. C'est aussi le format qui fait que le fait de produire 3 disciplines lors du même événement, c'est pas une volonté de dire on va faire 3 disciplines pour toucher le maximum de personnes, c'est que on est des spécialistes de pied-point, on est très très aficionados du MMA, mais on était un petit peu comme tout le monde, la tétine dans la bouche à attendre que ça arrive. Mais c'est vrai que le fait de proposer 3 disciplines, ça permet aussi à différents horizons de s'intéresser à un événement avec plusieurs disciplines, qui eux par exemple vont être aficionados par exemple que du MMA dans un premier temps, mais qui vont se rendre compte que il y a une belle opposition en K1. On voit le retour de Damien Lamos en MMA en Muay Thai, pardon, c'est très important. En Muay Thai, pardon, alors qu'on l'avait plus vu depuis 6 ans. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on va forcer tout le monde à apprendre un petit peu des disciplines de sport de combat qui marchent le mieux à l'heure actuelle en France, et ça nous permet aussi de toucher un public un peu plus large. Et après, c'est toute la communication qu'on fait autour qui va nous permettre aussi d'essayer de charmer un petit peu le grand public et de leur dire c'est du fight, mais c'est pas que ça. C'est un projet, c'est vraiment un côté très humain, on a vraiment une communication un petit peu cinématographique qui fait que aujourd'hui on essaie de toucher un petit peu partout et de montrer aux gens que le fight c'est pas seulement des gars qui se tapent sur la tête du matin au soir, c'est aussi des pères de famille, c'est aussi des frères, des sœurs, c'est des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler parce que en France on n'a pas encore un statut professionnel qui nous permet de dire qu'on peut vivre complètement des sports de combat. Même si on est très heureux de ça et certains combattants ont passé le pas dans notre organisation de se consacrer uniquement à la prestation de sport de combat et de notre organisation. Donc, l'idée, c'est de proposer vraiment un show complet, mais non pas dans une seule discipline, de proposer 3 disciplines sur une surface de combat qui est un petit peu nouvelle, avec une nouvelle vision, une nouvelle façon d'emmener le sport de combat aux téléspectateurs. Donc, on a vraiment basé là-dessus. Et maintenant, là que vous êtes arrivé, là vous en êtes arrivé, qu'est-ce qui, peut-être des difficultés que vous avez déjà rencontrées avant et qui ont fait que ça aurait pu ne pas voir le jour, mais qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant qui ferait que le projet capote ? Est-ce que ce serait un manque de droits par rapport à des deals TV ? Est-ce que ce serait des fédérations ? Est-ce que ce serait d'autres organisations qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait le plus peur quant à l'avancée de votre projet ?
l'interdiction d'organiser directement de l'État. Il n'y aurait que ça qui pourrait nous bloquer, rien d'autre. Le huis clos, c'est une solution qu'on a prévue depuis 1 an, donc on était un petit peu dessus. Dès qu'on a eu le premier confinement, on a tout de suite compris que malheureusement ça allait recommencer, donc on est parti tout de suite sur le digital. Rien ne peut nous arrêter, sauf si le chef d'État, il est hop là, je ne veux pas que vous organisiez. Alors on ne pourra pas se mettre, ça serait les seuls à pouvoir nous arrêter. Et un peu plus tôt, vous parliez justement de ce projet d'académie. Nous, on avait fait un podcast sur le MMA qui arrivait en France avec le oui du CSA. Et c'est vrai que là, c'est une approche différente de la NFL qui, jusqu'à maintenant, enfin en tout cas de nos yeux, c'était le côté vraiment on mise sur des talents existants. Et donc, on va capitaliser là-dessus pour dire, c'est vraiment une organisation pour les combattants mûrs, entre guillemets, matures. Là, avec l'académie, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? L'académie, ça va nous permettre d'apporter un cadre, même aux plus jeunes, et surtout de les professionnaliser tout de suite. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir la chance de participer à l'Arena Fight Academy, il va avoir l'opportunité de se professionnaliser sur comment créer une structure, comment faire du management, comment gérer sa réputation, comment gérer son image. Tout ce qui va un petit peu tourner autour des sports de combat, ils vont mettre le doigt dessus pour savoir et comprendre ce qui les entoure. Ça veut dire que ça va leur permettre d'avoir toutes les armes et les flèches à leur arc pour pouvoir se dire je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais faire les bons choix pour ma carrière et je sais ce qui est bon pour moi. Parce que c'est très important pour les jeunes de comprendre ce qui est bon pour eux. Parce qu'eux, ils sont souvent focalisés sur le côté sport. Donc effectivement, il y aura une formation sportive qui va nous permettre de garder des jeunes athlètes qui vont vraiment devenir des professionnels, des athlètes de haut niveau par la suite. Mais l'idée, c'est de leur proposer vraiment un cursus de formation qui va faire qu'à la fin de ce cursus, il va être professionnalisé. Et ça va nous permettre aussi d'arriver de signer des personnes, des pépites ou des jeunes qui ont vraiment un très bel avenir là-dedans, avec une vocation professionnelle et qui veulent aller uniquement dans ce sens. Ça veut dire que ils sauront comment gérer leur argent, comment ouvrir une structure, comment bien se nourrir, parce que la nutrition c'est très très important. Et Sébastien et moi-même, à l'heure actuelle, on mange plus de chair animale et c'est très très important pour nous de faire aussi découvrir un peu cette partie et de montrer aux combattants qu'il y a des façons de se nourrir avec une nutrition qui est très importante pour la préparation. Donc l'idée c'est de faire un package pour que les jeunes, en dehors de la partie athlétique et sportive, comprennent que être un professionnel c'est pas uniquement un niveau sportif. Être professionnel, c'est vraiment tout un dispositif autour du sport qui va permettre de pérenniser son activité. Et j'imagine que l'objectif, bien évidemment, c'est de nourrir votre vivier de combattants aussi. Et comment va se passer ce recrutement des combattants ? Est-ce que ce sera payant ? Comment est-ce que ça va se passer exactement ? Parce que je pense que là, le fait de parler de cette académie-là, vous allez recevoir une avalanche de messages parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont pratiquants et qui rêvent de devenir combattants. C'était quoi la question ? Ouais. La question, c'est comment est-ce que vous allez mettre ça en place ? L'académie au niveau du recrutement des... Pour les recrutements, quels sont les critères de sélection, tout ça ? Moi, je vois plutôt ça ça va être assez large. Le recrutement va être assez large, je dirais. Un entonnoir à l'envers plutôt. C'est-à-dire plutôt que d'avoir plein de personnes, de réduire et à la fin qu'il n'y en ait qu'un. Encore une fois, faire une petite entrée et qu'à la fin il y ait des choix pour tous. Ça veut dire que le sport, comme il le disait, c'est pas juste la performance sportive. Bien sûr que c'est important, mais quand on fait rentrer plein de gens qui sont avec des points d'interrogation au-dessus de la tête parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, mais qui sont attirés par le sport, il y a plein de métiers dans le sport. Il y a des reconversions à prévoir. Et tout ça, ça fait que tout le monde rentre dans l'académie. Tout le monde, il n'y a pas vraiment de critères de sélection. Il faut que il y ait un intérêt sportif, mais derrière, on va avoir peut-être des gens qui vont devenir journalistes sportifs. Il y en a qui vont qui vont vouloir commenter le sport en direct. Et là aussi, c'est une reconversion aussi qui sera proposée aux sportifs de haut niveau, mais qui pourrait être proposée tout de suite. Il y en a qui vont se diriger vers la nutrition sportive. Et tout ça, on va le proposer. Donc on va, le programme, évidemment, ça sera en place limitée, mais c'est un petit peu tôt d'en parler maintenant parce que c'est en train de se structurer. Mais par exemple, un exemple, si on a 300 places par an ou 300 élèves à recevoir dans cette académie, ils rentreront tous, mais je suis sûr ils iront dans des compartiments qu'on a prévus. Il y en a presque une dizaine qui gravitent autour du sport. Et puis voilà, puis il y en a qui sont pas faits pour prendre des coups, ni en donner. Ils vont comprendre très vite qu'ils vont préférer être le coach ou le manager
ou le nutritionniste, et ainsi de suite, mais il en faut. Bien sûr. Et si de suite, si d'emblée, il y a la motivation du sport, et la personne a le carburant déjà, après il peut se diriger là où il veut. C'est ça qu'on va faire en fait, le sport, le carburant, et ensuite il y a plein de corps de métier qui se rattachent. Créer des vocations pour Tout à un fait. petit peu tous les compartiments. Et donc j'ai une toute dernière question, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. J'imagine qu'on sera amené à se rencontrer à nouveau pour les futurs événements. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, là, on est en 2020, novembre 2020. Quel est votre rêve dans le sport? Notre rêve dans le sport. Notre rêve dans le sport, c'est que les athlètes, alors je vais pas parler au sens large, pas passer pour l'abbé Pierre non plus, mais c'est un rêve qui devrait être exprimé au sens large, mais que les athlètes aient enfin une vraie reconnaissance dans la discipline qu'ils pratiquent. Alors, je vais parler pour nous, notre rêve, c'est que tous les athlètes qui ont signé à l'Arena Fight puissent vivre de leur sport. Et comme l'a dit tout à l'heure Boris, on a déjà 2-3 exemples, 2-3 personnes qui, en signant notre contrat, ont arrêté de travailler pour se consacrer à leur sport, parce qu'on leur a proposé les conditions pour le faire. Donc notre rêve, ça serait ça. Ça fonctionne comme au foot. Et que les jeunes qui rêvent aient les armes pour y arriver. Et c'est ça qu'on veut offrir. Faire vraiment des académies et faire que le sport, il en sorte grandi, ce qui n'est pas encore gagné ici, chez nous, en France. Ouais, c'est qu'ils aient une perspective d'avenir. C'est difficile pour quelqu'un qui adore les sports de combat aujourd'hui de se dire ça va être ça toute ma vie. Non, parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir boxer, il va falloir travailler à côté, il va falloir il va falloir bricoler un petit peu pour arriver à ses fins justement. Donc là, le fait de proposer un accompagnement à la base, de proposer des événements avec différents postes, différents pôles, et de proposer aussi une reconversion, ça permet à quelqu'un de se dire j'ai une perspective d'avenir là-dedans. Donc je peux, même si je suis pas un combattant, même si j'ai pas l'âme d'un combattant, même si je peux pas me retrouver dans un octogone ou dans un ring ou face à quelqu'un parce que c'est pas mon essence même, je peux quand même travailler autour du sport. Je peux être commentateur, je peux être, comme on a dit, consultant, je peux aussi être coach, faire nutritionniste, je peux tenir les PAO. Enfin, il y a vraiment plein de vocations qui vont se créer et c'est le truc de se dire j'ai un avenir dans mon sport. Et c'est ça qui est hyper important. Mais pour avoir un avenir, il faut que tout ce qui se passe autour du sport, il y ait des possibilités. Et il y a un avenir tout simplement qui se crée parce que on va se dire je suis fan de sport de combat, mais je vais pouvoir sortir un petit peu de ma zone de confort et de me dire, je suis pas juste devant ma télé en train de dire, tiens, c'est beau ce qu'ils font, les combattants. Non, je peux être un acteur. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où on peut devenir acteur de son sport, c'est le plus beau rêve et le rêve de plein de gens qui peuvent pas le faire parce qu'aujourd'hui en France, il y a pas de structure, il y a pas d'accompagnement, ni de suivi qui est assez développé et poussé pour pouvoir avoir cette perspective d'avenir à l'intérieur, quoi. Bien messieurs, merci beaucoup pour ces réponses très instructives. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Parfait. Soit.